Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Lui aussi fait bouger la terre de Mayotte. Daniel Zaïdani est avec nous. Président, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous en ce 24 mai. Daniel Zaïdani, tout le monde vit au rythme des secousses. Aujourd'hui, ça pourrait être presque une nouvelle danse, la sauce mahoraise, sauf qu'elle ne fait pas rire tout le monde. De plus en plus de gens s'inquiètent et ressentent les secousses, même les plus faibles. Absolument. Je dirais même qu'on est de plus en plus sensible à tout cela. Oui. Et ça nous affecte. Bon, déjà que en termes d'information et de communication, les services appropriés n'ont pas été particulièrement bons. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Parce On que ne je sait pas rappelle, de quoi parler. On sait pas. Non, il y a plusieurs choses. Je pense Ouais. que vous avez invité hier le BRGM. Oui. On aurait aimé quand même les entendre beaucoup plus tôt par rapport à ce phénomène. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un phénomène exceptionnel, puisque clairement le dernier cyclone marquant date de 92 ou 93, il y a plus de 20 ans, voire 25 ans maintenant. Et je dirais que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce séisme de 92-93, qui était à 5,2, était le séisme de référence. Et qu'à partir de là, les normes de construction à Mayotte se sont basées sur ce séisme. Aujourd'hui, je rappelle que depuis jeudi 10 mai, il y a eu, si on va compter jusqu'aux plus petites secousses, près d'une cinquantaine de séismes. Encore hier soir à 3h14, il y en avait 800 secousses pour les plus petites ou jusqu'aux plus fortes. Hein. D'accord, merci pour l'information. Voilà, donc encore hier soir, moi-même, à 3h14, j'ai senti une secousse. Vous me confirmez qu'il y en a une. Vous me confirmez qu'il y en a encore une ce matin. Légère, Je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Les séismes qu'il y a eu ont déjà dépassé ce séisme de référence, plus de 3 fois à la date d'aujourd'hui, ce qui nécessiterait clairement que l'État reconnaisse l'état de catastrophe naturelle. C'est ça que vous demandez aujourd'hui? Ah mais bien sûr, soyons bien clairs. Enfin, il n'y a pas eu il y a pas eu d'immeubles qui se sont effondrés. Il ne faut pas mélanger les choses. Les normes de construction à Mayotte se sont basées sur un séisme de référence, celui de 92-93. 5,2. Ce séisme a été dépassé par 3 fois. Aujourd'hui, vous avez des bâtiments publics récents qui sont endommagés. Vous avez des habitations de particuliers qui sont endommagées. Ils ne peuvent pas bénéficier auprès de leur assurance d'un quelconque accompagnement et aide dans la mesure où l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu. Alors que les normes de construction mahoraises se sont basées sur le séisme de référence de 92. Ça sera valable si effectivement ces maisons ont été construites selon ces normes. Mais bien sûr. Parce qu'il y a quand même 95% des maisons ne sont pas construites selon ces normes-là. Oui, Daniel. mais cela n'empêche pas pour autant de tenir compte d'une réalité. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de demande officielle des établissements publics comme le conseil départemental ou même les collectivités communales, mais il est clair que l'état de catastrophe naturelle doit être reconnu parce que nous sommes face à un phénomène exceptionnel qui endommage nos structures d'habitation. Donc à partir de là, on doit déclencher également les moyens matériels de pouvoir comprendre ce phénomène. Parce que quand vous avez pendant plus de 2 semaines des secousses régulières, plus de 800 vous venez de dire, nous savons que nous sommes dans une situation qui n'est pas normale. Ah non, elle est exceptionnelle, tout le monde l'a dit. Elle n'est pas normale. Donc à partir de là, on doit également débloquer des moyens pour comprendre ce phénomène. Il ne s'agit pas simplement de s'appuyer sur les ouvrages qui existent. Par exemple, lorsque j'étais président, j'ai financé l'Atlas des vulnérabilités et des risques. J'ai financé cet atlas-là. Ça donne une cartographie des risques sur le territoire de Mayotte, mais il faut maintenant aller plus loin. Et pour cela, ça nécessite des moyens. Donc aujourd'hui, en pareille circonstance, on doit débloquer. Rappelez-vous, par exemple, c'est vrai que l'île n'est pas à terre, les bâtiments ne se sont pas écroulés, mais je rappelle quand même que lorsqu'il y avait eu de fortes pluies en 2011-2012 sur la commune de Bouéni, on avait localisé à ce moment-là une situation de catastrophe naturelle sur ce village-là. Donc maintenant, par rapport à ce phénomène qui a déjà dépassé les normes
acceptable sur le territoire de Mayotte, on doit mettre les choses à plat, déclarer une situation de catastrophe naturelle, débloquer les moyens humains pour comprendre le phénomène qui sévit aujourd'hui à Mayotte, et peut-être, à ce moment-là, mieux communiquer également en termes de suivi, parce que si aujourd'hui vous dites qu'il n'y a pas de dégâts particuliers, mais c'est parce que aussi le particulier ne sait pas vers qui se tourner. Aujourd'hui, quand vous entendez le BRGM ou la préfecture communiquer, ils ne vous disent pas ce que vous devez faire lorsque vous avez des fissures ou lorsque vous avez vos habitations qui sont endommagées. Donc, je pense La mairie de Mamoudzou a envoyé un communiqué pas plus tard que hier en expliquant de se rapprocher de tel ou tel service. Oui, mais encore une fois, du Centre communal d'action sociale. C'est ça. Il n'y a pas de réactivité par rapport à un phénomène grave. Ouais. Le stress, vous savez, je suis relativement jeune, mais on ne peut pas supporter ces secousses de manière continue. Une tous les 25 ans, ok, mais une toutes les heures, non, c'est pas possible. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à poser, Daniel. La Réunion, département français voisin, est un département classé 1, c'est-à-dire risque très faible. Nous sommes zone 3, c'est-à-dire modéré, mais un risque bien plus important. Eux, là-bas, dès qu'il y a un petit tremblement de terre à cause du volcan, ils ont tous les équipements possibles et imaginables pour les déceler. Ils ont des sismologues, enfin bon, ils ont le centre du volcan. Nous, on est en zone modérée, donc bien plus risqué. On n'a rien. Parce que le BRGM, il ne faut pas s'y tromper. On les sollicite parce qu'ils ont les appareils, mais et encore pas les plus performants. C'est ça que vous dites, en fait. C'est aussi mettre des moyens pour essayer d'être plus performants. Mais bien sûr, il faut des moyens humains et matériels pour comprendre le phénomène. Il ne s'agit pas simplement aujourd'hui de les recenser simplement. Il faut comprendre pourquoi pendant plus de 2 semaines, on a régulièrement des secousses sur l'île de Mayotte, puisque nous savons que ce n'est pas une situation normale. Il se passe quelque chose, on doit savoir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, la population a besoin d'un suivi. Donc, on a besoin d'avoir des cellules d'accompagnement auprès de la parole. Il ne s'agit pas simplement de mettre une cellule de crise à la préfecture pour s'assurer que les services sont capables de pouvoir agir en cas de séisme de magnitude importante. Il faut, au-delà de cela, mettre en place une cellule d'accompagnement auprès de la population aussi pour savoir, parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons aussi une sensibilité. J'ai l'impression aujourd'hui que l'aspect psychologique du phénomène est totalement négligé. Non, l'aspect psychologique ne doit pas être négligé également. On en parlait tout à l'heure avec les enfants le vivent mal, les personnes âgées encore plus, et les adultes, c'est pas mieux. Donc aujourd'hui, après 2 semaines, il est temps que la situation se évolue. Moi, j'ai regretté quand même de voir. Mais on n'empêchera pas les secousses, Daniel. Hein. Elle n'empêchera pas, mais elle permettra peut-être de mieux les vivre. Aujourd'hui, c'est le désespoir. Les gens sont à l'abandon. Regardez. Maintenant, pour s'assurer qu'on n'est pas paranoïaque, on est obligé d'aller consulter Facebook pour savoir qu'il y a bien eu une secousse. Aujourd'hui, dites-moi, qui nous communique en temps réel sur les secousses sur l'île? La préfecture le fait mais pas en temps réel. Quotidiennement. Est-ce qu'elle a un site dédié? Est-ce qu'il y a un numéro vert dédié à cela? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un numéro vert pour pouvoir appeler, pour savoir? Parce que au final, on a l'impression de devenir paranoïaque. On sent des secousses tout le temps. On ne sait pas si on devient fou ou pas. Donc non, il y a un besoin d'un accompagnement psychologique de la population. C'est pas parce que on paraît être relativement plus fort que les autres dans la tête, mais néanmoins, je pense qu'après 2 semaines, les gens vivent mal. Si aujourd'hui les gens pensent qu'il y a des forages qui se font au large des îles de Mayotte, ou si cela est une sentence divine, etc., c'est bien parce que, à côté de cela, il n'y a pas suffisamment d'informations rationnelles et de communication qui se fait. Et ensuite, je rappelle que il ne faut quand même pas l'oublier, les services compétents ont mis du temps avant de démarrer. Moi, je veux bien qu'il y ait la ministre des Outre-mer sur le territoire de Mayotte, mais parce qu'il y a une ministre de l'Outre-mer, les services de l'État étaient incapables de faire la moindre communication en parallèle. La ministre était là, le jour où il y a eu la plus forte secousse, elle n'a rien dit. Elle a fait 3 jours où vraiment il y a eu des secousses fortes sur le territoire de Mayotte. Elle n'a pas dit un mot là-dessus. C'est pas tout à fait vrai. Elle était sur notre plateau, Daniel Zaïdani, le jour où il y a eu la plus grosse secousse. C'était à l'aéroport, on était ensemble sur le plateau. Encore une autre. Là, ça tremble, là. Encore une autre. Là, vous le sentez, là. Là, on est en direct. Voilà. Et voilà. On sent bien la... Et oui, mais voilà, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il est temps que les services compétents réagissent et surtout que la situation de catastrophe naturelle réagisse. Savez-vous... Ça fout la trouille, quand même. Non, mais savez-vous... C'est vrai, hein. Savez-vous aujourd'hui que
toutes les assurances ne rembourseront aucun particulier si la situation de catastrophe naturelle n'est pas déclarée par la préfecture. Donc là encore une fois, arrêtons de faire des économies sur le dos des Mahorais. Parce qu'au fond, c'est de cela que nous parlons, encore une fois, parce que on revient ici régulièrement pour dire que nous ne sommes pas traités équitablement vis-à-vis de nos homologues français des autres territoires. Et même maintenant, sur un danger physique avéré, on n'est pas traité équitablement, c'est pas normal. Des messages, beaucoup de messages qui arrivent. J'ai encore des questions à vous poser. J'ai des insomnies dues à des secousses répétitives et sans fin. J'ai des angoisses. Un autre message qui nous dit on aurait besoin d'une cellule psychologique d'accompagnement. Ça s'impose. Samuel, beaucoup de messages qui arrivent là-dessus. Justement, il y a une communication qui est faite par la préfecture, quasi unique, c'est de rappeler les consignes de sécurité en cas de tremblement de terre. Mais elles sont flippantes. N'allez pas chercher vos enfants à l'école, planquez-vous sous un meuble. Ça aussi, ce serait peut-être bien qu'on nous l'explique, et qu'on l'explique à la population. Parce que c'est vrai que brutes, comme elles sont prises et données, ça fait peur. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de services faillissent. Déjà, toutes les communes de l'île ont la responsabilité des écoles primaires. Je suis extrêmement surpris que, à part peut-être la mairie de Mamoudzou qui a fait une communication après 2 semaines, aucune commune ne pense qu'elle a le devoir aussi d'informer sa population. Le conseil départemental qui régit quand même le territoire de Mayotte est en droit de communiquer là-dessus. Cette communication n'appartient pas exclusivement au service de l'État ou au BRGM. Je veux dire, moi-même, en tant que conseil départemental, dès le 14, j'ai fait des communiqués et j'ai vu comment ce communiqué a été partagé parce que les gens étaient en quête d'informations. Donc, aujourd'hui, le président du conseil départemental pourrait quand même aussi se bouger sur cette question. Alors, on va le voir tout à l'heure, hein, après ce temps de parole. J'ai envoyé les images à la régie du côté de la résidence Canélia Palme, du côté de Haut-Vallon. On voit les murs, c'est plus que des fissures, là, c'est des crevasses dans les murs. On voit également qu'on appelle ça, je sais pas, des espèces d'échafaudages qui tiennent les plafonds parce que ça... Des étés. Des étés, voilà, je cherchais le terme. Vous allez voir les images tout à l'heure. Daniel, encore une question. On va parler rapidement parce que c'est déjà la fin, largement dépassée. Le MDM, on a eu Ibrahim Bonaïri sur ce plateau qui nous a laissé entendre qu'il y allait avoir une élection cette année et qu'il n'était pas forcément impossible d'imaginer qu'il en serait le nouveau président. Est-ce que vous êtes candidat à la présidence du MDM? Je fais partie de ces personnes qui considèrent qu'effectivement, il est important qu'on change de présidence parce que le bilan de ces dernières années est plus que déplorable. C'est pas votre pote, les candidats... hein. Non, si, c'est mon pote. Nous sommes collègues, nous travaillons ensemble. Et là-dessus, nous n'avons aucune animosité personnelle. Mais je pense que la casquette de président du MDM est trop grande pour lui parce qu'il y a un devoir de rassembler les hommes, il y a un devoir de communication qui ne s'est pas fait ces 3 dernières années. Il y a une nécessité de mieux accompagner les candidats, ce qui n'a pas été le cas, mon cas personnel. Il y a une nécessité de donner du dynamisme aux cellules. Donc c'est un travail important qui ne doit pas être pris à la légère. Personnellement, la candidature d'Ibrahim Bonaïri, si elle s'avérait, pourrait être une candidature intéressante dans la mesure où, au moment où je vous parle, il est allégé d'un quelconque mandat politique qui lui donne beaucoup plus de temps pour pouvoir peut-être faire ce travail de restructuration. Nous avons besoin également d'avoir un bureau dynamique qui communique, qui donne des orientations politiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons besoin de redonner la confiance. Vous êtes candidat ou pas, Daniel Zaïdani? Non, moi je dis qu'en ce qui me concerne, je me consacre pleinement à mon mandat de conseiller départemental. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis sur votre plateau aujourd'hui, parce que j'estime qu'il y a des choses à faire au conseil départemental, j'estime qu'il y a des choses à faire dans la commune de Pamandzi, et si nous avons un candidat qui est prêt à prendre ses responsabilités pleinement, ben je serai prêt à le soutenir. Donc moi, pas forcément candidat. Mais moi, je n'ai pas... Si c'est Ibrahim Bonaïri qui est candidat, vous n'êtes pas candidat. Moi, je n'ai pas la nécessité d'être candidat. Maintenant, si on me sollicite, pourquoi pas. Mais mon besoin personnel aujourd'hui, c'est d'avoir un président qui bosse pour le parti et qui bosse pour la population. Daniel Zaïdani, merci beaucoup une fois de plus d'avoir fait le boulot. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.